Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va poursuivre le cours sur les ondes mécaniques progressives périodiques. La dernière partie de la première vidéo portait sur la relation entre la période et la longueur d'onde, lambda égale à V fois T. Maintenant, on va parler de l'analyse dimensionnelle de cette relation. Donc il faut faire attention ici parce que on va rencontrer beaucoup l'analyse dimensionnelle dans plusieurs cours cette année. Alors, c'est quoi d'abord l'analyse dimensionnelle? Avant de parler de ça, commençons par mettre une distinction entre les dimensions et les unités. D'accord? Parce que en général, il y a une différence entre les unités et les dimensions. Alors, une dimension, c'est une mesure d'une variable physique sans valeur numérique. Il n'y a pas de valeur numérique. Lorsque je parle de dimension, il n'y a pas de valeur numérique. Tandis qu'une unité, c'est un moyen d'attribuer un nombre ou une mesure à cette dimension. D'accord? Donc, pour comprendre, on va, comme d'habitude, prendre un exemple. Alors, nous avons ici un segment AB. Supposons que la distance entre A et B, c'est D. Alors, si je veux maintenant mesurer la distance entre A et B, je vais mesurer tout simplement la longueur du segment AB. On dit dans ce cas que la distance D a la dimension d'une longueur. Et mathématiquement, pour écrire ça, on utilise ce qu'on appelle l'équation aux dimensions. Donc, si cette équation-là, je vais mettre D entre crochets. Donc, la dimension de D est égale à une longueur. On dit que D a la dimension d'une longueur, ou bien on dit que D est homogène à une longueur. Et lorsqu'on parle des nombres à attribuer à cette grandeur, on parle maintenant des unités. Par exemple, supposons que la distance entre A et B, c'est 5 mètres. Donc le mètre, c'est l'unité associée donc, à la longueur ou à une distance, d'accord? Et observez que lorsque je parle de l'unité, il y a une valeur numérique. Mais lorsque je parle des dimensions, donc je ne peux pas dire 5 longueurs, d'accord? C'est 5 mètres. Donc les valeurs numériques, elles sont toujours associées à des unités. Il existe aussi ce qu'on appelle donc les grandeurs de base. La longueur, donc c'est une grandeur de base. Il existe au total 7 grandeurs de base. Et on dit aussi donc 7 dimensions de base. Je les regroupées donc dans ce tableau. Il y a la longueur, la masse, le temps, l'intensité électrique, la température, l'intensité lumineuse et la quantité de matière. Donc en mécanique, souvent on rencontre ces trois grandeurs de base, donc la longueur, la masse et le temps. Donc on va s'intéresser à ces trois grandeurs. Donc leur dimension est notée ici par ces lettres-là. Donc pour la longueur, nous avons grand L, pour la masse, nous avons grand M, et pour le temps, nous avons grand T. Et voilà donc les unités associées à ces trois grandeurs de base que vous connaissez. Donc le mètre pour la longueur, le kilogramme pour la masse et la seconde pour le temps. Donc, pour les grandeurs que vous ne voyez pas ici dans ce tableau, leur dimension, elle s'écrit en fonction de ces dimensions que vous voyez ici. D'accord? Donc, toutes les grandeurs physiques que l'on peut mesurer, elles s'expriment en fonction de ces 7 grandeurs de base ou 7 dimensions de base. Pour comprendre ce que je viens de dire, considérons un exemple, l'exemple d'une grandeur qui n'existe pas dans ce tableau, et on va donc chercher sa dimension en fonction des dimensions de base. Et considérons par exemple la vitesse linéaire. Alors, on sait que la vitesse, il a comme unité le mètre par seconde. Et donc, comme nous avons dit, le mètre, c'est l'unité associée donc à une longueur, tandis que l'unité de la seconde est associée à un temps. Donc, la dimension que nous avons vue ici pour la seconde, c'est le temps. D'accord? Et pour le mètre, donc, c'est la longueur. Donc, la dimension de V, de la vitesse, c'est une longueur fois un temps moins 1. Donc, puisque la seconde ici est dans le dénominateur, donc c'est T moins 1. D'accord? Donc, voici la dimension de la vitesse en fonction des dimensions de base. Bien sûr, on peut aussi utiliser la définition de la vitesse. On sait que la vitesse, c'est le rapport entre la distance parcourue et le temps pour parcourir cette distance. Ou bien, donc, c'est la dérivée par rapport au temps de la position. Et on sait que la position, c'est une longueur. Et donc, la dimension de V, c'est la dimension de X divisée par la dimension de T.
Et comme j'ai dit, la dimension de x, c'est une longueur, donc c'est L. La dimension du temps, c'est T, donc c'est L fois T moins 1. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, d'accord? Donc voici la dimension de la vitesse. Alors cette dimension-là pour la vitesse, c'est une dimension unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse, elle aura toujours cette dimension-là. Donc ça, il ne change pas. Tandis que pour l'unité, je peux utiliser le mètre par seconde, le kilomètre par exemple par heure, le kilomètre par minute, donc ça dépend. Parce que les unités, ils sont des conventions. Donc, par exemple, lorsque je dis que le mètre, c'est donc l'unité de la distance dans le système international, ولكن نقدر نستعمل kilomètre par heure, kilomètre par minute. Mais les dimensions, donc, elles sont fixes, d'accord? La dimension de la vitesse, c'est toujours une longueur fois un temps moins 1. Donc maintenant, c'est quoi l'intérêt de cette analyse dimensionnelle? Pourquoi on a besoin de faire cette analyse dimensionnelle? Pour comprendre ça, prenons un exemple. Soit G1 et G2, deux grandeurs physiques. On ne peut pas écrire G1 plus G2 ou G1 moins G2 ou G1 égale à G2 que si elles ont la même dimension. D'accord? Si G1 et G2, elles ont des dimensions différentes, je ne peux pas l'écrire. Si G1 est une vitesse et G2 c'est une distance, je ne peux pas faire la somme. Je ne peux pas faire la soustraction. Donc il n'a aucun sens en physique. D'accord? Je ne peux pas écrire qu'une vitesse égale à une distance. Il n'a aucun sens en physique. Ils doivent avoir la même dimension. Et donc, revenons maintenant à notre cours. Donc, on veut faire l'analyse dimensionnelle de l'équation lambda égale à V fois T. Donc, on veut tout simplement vérifier que la dimension de ce qui est à droite égale à la dimension de ce qui est à gauche. D'accord? La dimension de lambda égale la dimension de V fois T. D'accord? Ça veut dire qu'on va justifier l'équation lambda égale à V fois T à l'aide d'une équation aux dimensions dans laquelle on considère l'unité de chaque terme pour vérifier que cette équation-là est homogène. Commençons par la longueur d'onde. Donc l'unité de la longueur d'onde, c'est le mètre, et donc il est homogène avec une longueur. D'accord? Donc la dimension de la longueur d'onde, c'est une longueur. Pour donc, la vitesse, disons la célérité de propagation, elle a comme unité le mètre par seconde. Donc c'est comme la vitesse linéaire, donc l'exemple que je viens de donner. Et donc on sait que la dimension d'une vitesse, c'est une longueur fois un temps moins 1. Pour la période, donc le dernier terme dans cette équation, elle a comme unité la seconde et donc elle est conforme, elle est homogène avec un temps. Donc la dimension, c'est un temps. Donc en physique, nous avons toujours le problème avec les notations. Donc ici, T, c'est la période, et ici, T, c'est le temps. D'accord? Alors, donc maintenant, comme j'ai dit en physique, les deux membres d'une égalité, elles doivent avoir la même dimension. Donc pour V fois T, donc nous avons un produit entre donc deux grandeurs physiques. Donc pour les dimensions, c'est aussi donc le produit entre les dimensions. D'accord? Donc ici pour la dimension de V fois T, c'est le produit entre les dimensions. Pour V, nous avons L fois T moins 1. Pour T, donc c'est T. Donc on va simplifier T moins 1 avec T. Il nous reste finalement L. Et remarquez ici que donc, le membre de droite, V fois T, il a comme dimension une longueur. Et le membre de gauche, la longueur d'onde, il a comme dimension une longueur. Et donc, on dit que cette équation-là est homogène. D'accord? Donc, dans le cas contraire, si nous avions une équation qui n'est pas homogène du point de vue dimension, cette équation-là est obligatoirement fausse. D'accord? Voyons voir quelques remarques avant de passer au phénomène de diffraction. Nous avons vu dans le premier chapitre que les ondes sonores, ce sont des ondes mécaniques progressives. Maintenant, on ajoute le fait qu'elles sont des ondes mécaniques progressives sinusoïdales, d'accord? C'est-à-dire elles sont représentées par la fonction sinus. Et rappelez-vous que les fonctions sinusoïdales ont la même forme, y égale à A sinus θ. Donc si y est l'élongation, donc A ici, elle représente l'amplitude de cette onde-là, ça veut dire l'élongation maximale. Θ, donc l'argument de sinus ici, c'est la phase de l'onde. C'est un angle, donc il est exprimé en radian dans le système international. Donc, par exemple, l'élongation d'un point à un instant t d'une onde progressive sinusoïdale et s'exprime par cette formule-là. Donc ici, nous avons l'élongation en fonction du temps, comme vous pouvez le voir sur ce schéma-là.
Et donc, on aura ici Y max qui est l'amplitude de cette onde-là, c'est l'amplitude, c'est l'élongation maximale. Nous avons ici sinus de 2π sur la période, donc la période t, donc plus phi qui est la phase à l'origine des dates, ça veut dire lorsque t égale à 0. Lorsque t égale à 0, il nous reste ici sinus de phi, et donc on dit que phi c'est la phase à l'origine des dates. On peut écrire cette équation-là dans l'espace, ça veut dire dans le cas où nous avons l'élongation en fonction de x, à ce moment-là, on aura donc sinus de 2π sur la longueur d'onde, d'accord, fois x plus phi. D'accord, c'est une autre manière si nous avons l'élongation dans l'espace. Passons maintenant pour décrire deux types d'ondes périodiques sinusoïdales qui se propagent à la surface de l'eau. Donc, on peut créer à la surface de l'eau, de la cuve à ondes, soit des ondes périodiques circulaires à l'aide d'une pointe vibreur, soit des ondes rectilignes, donc des ondes planes rectilignes périodiques à l'aide d'une règle qui est reliée à un vibreur. Commençons par les ondes circulaires. Donc, pour obtenir les ondes circulaires, comme j'ai dit, on utilise une pointe comme excitateur au point source que j'ai modélisé ici par le point θ. Donc le point θ, vous le voyez ici, donc sur cette image-là qui représente une simulation de cette figure-là. Donc je vais utiliser celle-ci juste pour expliquer, mais donc bien sûr, l'image ici est plus claire. Donc les ondes, elles sont plus claires ici, d'accord? Donc le point source, elle effectue une perturbation sinusoïdale de période t, de fréquence f, et donc ce point-là, il engendre une onde qui se propage à deux dimensions. On sait que la surface de l'eau, donc c'est une onde à deux dimensions, donc nous l'avons vu dans le premier chapitre, donc une dimension verticale et une dimension horizontale. Les autres points, donc de la surface de l'eau, ils reproduisent exactement le même mouvement de la source en θ, avec la même période et même fréquence, mais avec un retard taux. Par exemple, si je prends un point M ici, donc ce point-là, il reproduit exactement le mouvement de θ, le mouvement de la source θ, cependant avec un retard temporel qu'on peut calculer. Donc le retard temporel, c'est taux, est égal θ, donc la distance entre θ et M, divisé par la vitesse donc, de propagation, la célérité de propagation. D'accord? Donc à la surface de l'eau, on observe la formation de rides circulaires. Donc ils sont clairs sur cette figure-là. Donc il y a des rides circulaires. Et donc dans ce schéma-là, les traits continus, et ils représentent les crêtes. Donc les crêtes, ça veut dire les points d'élongation maximale. Tandis que les rides pointillés, ils représentent les creux. Ça veut dire les points d'élongation minimale. Donc ça veut dire les zones sombres que vous voyez ici. Alors nous avons ici une alternance de crêtes et de creux qui sont donc de forme circulaire et centrés sur le point θ, le point source θ. Et la différence entre l'un des rayons des cercles représentés par exemple par les traits continus et le cercle voisin est représenté par donc, la période spatiale. D'accord? Ça veut dire que donc, le rayon de ce premier cercle est représenté par des traits continus et le deuxième cercle, ça c'est lambda. La même chose donc avec les rayons des cercles représentés par les traits pointillés. Ça veut dire, par exemple, la distance entre ce cercle-là et ce cercle-là, c'est lambda aussi. D'accord? Et on peut écrire donc une relation générale, c'est RI plus 1 moins RI est égal donc à lambda qui est la période spatiale. Ça veut dire ici, donc, RI, c'est le rayon du premier cercle, et RI plus 1, c'est le rayon du cercle voisin, d'accord? RI, ici, par exemple, c'est le rayon de ce premier cercle, RI plus 1, c'est celui-là, par exemple. Donc, la différence entre ces rayons-là, c'est tout simplement la longueur d'onde ou la période spatiale. Comme j'ai dit, on peut aussi avoir des ondes rectilignes à la surface de l'eau. Donc, elles sont obtenues avec la perturbation créée par une règle qui est donc liée à un vibreur à la surface de l'eau. Et cette perturbation qui est sinusoïdale, elle engendre une onde dite rectiligne. Une onde rectiligne. Et nous avons ici, comme d'habitude, donc les crêtes et les creux. Donc je peux montrer ça avec ce schéma-là. Donc les crêtes, donc il est représenté par les traits continus.
Donc ce sont les crêtes. Et les creux, donc je les représentais par les traits pointillés. Donc ce sont les creux. Donc voici les creux ici. Et voici donc les crêtes. D'accord? Donc la distance entre deux crêtes voisines, ou bien deux rides voisines, c'est la longueur d'onde, c'est la période spatiale. Donc entre les creux, nous avons la longueur d'onde lambda, et aussi entre les crêtes, nous avons la longueur d'onde lambda. Passons au phénomène de diffraction qui caractérise les ondes sinusoïdales, pas seulement les ondes mécaniques, mais aussi les ondes électromagnétiques qu'on va voir dans le troisième chapitre de physique. Ici, on considère une onde rectiligne à la surface de l'eau. Lorsque cette onde progressive sinusoïdale traverse une ouverture de largeur A, on dit aussi lorsqu'il rencontre un obstacle, d'ouverture qui contient cette ouverture de largeur A, il peut y avoir une modification dans la structure de cette onde-là si la largeur de l'ouverture vérifie certaines conditions. Donc dans ce schéma ici, la largeur A de l'ouverture, on dit aussi donc de la fente, donc la largeur de la fente, est grande par rapport à la longueur de l'onde. Donc elle est plus grande par rapport à lambda. Dans ce cas, l'onde il se propage sans modification à travers la fente. Donc observez ici qu'on obtient une onde qui est rectiligne. Donc il n'y a pas de modification dans la structure de cette onde-là. On dit dans ce cas que l'onde est diaphragmée par la fente. Et donc l'onde diaphragmée est caractérisée par le fait que cette zone-là, qui est devant l'obstacle, il n'y a pas d'onde ici, d'accord? On appelle cette zone la zone d'ombre, d'accord? Donc il existe seulement devant la fente. Et observez ça dans cette image qui est réelle. Donc nous avons ici une onde rectiligne. L'ouverture a une largeur qui est plus grande que la longueur d'onde. Et on observe donc l'apparition des ondes rectilignes devant la fente, mais pas d'ondes devant l'obstacle, d'accord? Donc à l'arrière de l'obstacle. Donc, comme j'ai dit, on appelle ces ondes-là les ondes d'ombre. Si on veut demander de définir une onde diaphragmée, il faut dire tout simplement que c'est une onde mécanique progressive, périodique, se propageant sans modification à travers une ouverture. D'accord? C'est le phénomène que nous avons observé ici. Donc ce n'est pas le phénomène qui nous intéresse, mais donc il faut retenir que lorsque la largeur de la fente est supérieure à la longueur d'onde, nous avons une onde qui est diaphragmée. D'accord? L'onde est diaphragmée. Passons au deuxième schéma ici. Nous avons toujours l'onde incidente, c'est l'onde rectiligne à la surface de l'eau. Mais maintenant, la largeur de la fente est de même ordre de grandeur ou inférieure à la longueur d'onde lambda. Et on observe dans ce cas que l'onde rectiligne est transformée en une onde circulaire centrée sur l'ouverture. Donc elle concentre la fente. Et elle se propage dans une large partie du milieu ou de la fente, y compris les ondes qui n'étaient pas traversées par l'onde dans le cas précédent. Ça veut dire qu'il n'y a plus de zone d'ombre derrière l'obstacle maintenant. On dit dans ce cas que l'onde est diffractée par la fente. Et donc, comme j'ai dit, il n'y a pas maintenant de zone d'ombre. Et vous pouvez observer ça dans cette image-là qui est réelle. Donc ici, nous avons une l'onde incidente, donc c'est l'onde rectiligne. Lorsqu'il traverse cette ouverture de largeur A qui est inférieure ou égale à la longueur d'onde, donc il n'est pas très clair, mais on observe ici qu'il y a donc une onde circulaire qui apparaît à l'arrière de cette fente-là et l'obstacle. Donc on distingue entre trois cas selon la dimension de l'obstacle. Dans le premier cas ici, la longueur d'onde est inférieure à la largeur de la fente, de l'ouverture. Donc dans ce cas, on n'observe pratiquement pas de phénomène de diffraction. Il n'y a qu'une légère diffraction au bord de l'obstacle, mais le phénomène n'est pas observé. Il est atténué. Dans le deuxième cas ici, donc la longueur d'onde est comparable à la largeur de la fente. Dans ce cas, l'onde incidente est diffractée
et la zone donc, dans laquelle se propage l'onde diffractée est un secteur, comme vous pouvez voir, circulaire. Il est caractérisé par un angle θ qui s'appelle l'angle au sommet. Et donc, plus la largeur de la fente est faible et petite, plus θ est grande. Ça veut dire si donc, la largeur de la fente est encore plus petite que ça, on va donc avoir un angle diffracté donc, comme ça par exemple, et l'angle dans ce cas il sera plus grand, donc l'angle θ. Donc plus la largeur de la fente est faible, plus θ est grand. Donc pour le troisième cas ici, donc la longueur d'onde est supérieure à la largeur de la fente. Donc dans ce cas, on observe une onde qui est diffractée, circulaire, et les rides donc circulaires, elles sont centrées sur la fente, sur le centre de l'ouverture. Donc le phénomène de diffraction dans ce cas est notable, on dit qu'elle est très accentuée. D'accord? Elle est claire. Donc lorsqu'on modifie la largeur de la fente, on constate que le phénomène est bien observable à l'intérieur d'un angle qui est autant plus grand que la largeur de la fente est plus faible. Résumons cette partie sur le phénomène de diffraction par quelques remarques et une définition. La première remarque, les deux ondes incidentes et diffractées ont la même fréquence et la même célérité, et par conséquent, elles ont la même longueur d'onde. Donc ceci, bien sûr, est logique parce que nous avons cette relation-là. Donc la célérité, c'est la fréquence fois la longueur d'onde. Et donc si les ondes diffractées et incidentes ont la même célérité et la même fréquence, bien sûr, elles auront la même longueur d'onde. Deuxième remarque, donc la diffraction est deux temps plus marquée que l'ouverture est petite. Donc ceci est clair aussi lorsque donc, la largeur de la fente est plus petite. Le phénomène de diffraction il devient donc plus notable, très accentué, et donc il est bien clair, d'accord? Troisième remarque, pour une longueur de fente donnée, la valeur de l'angle de diffraction dépend de la fréquence de la source. Donc cette remarque, on va le voir dans le troisième chapitre, c'est la relation entre l'angle au sommet, c'est l'angle de diffraction, elle s'appelle aussi donc l'écart angulaire de diffraction. Donc si θ est égal à lambda, la longueur d'onde, divisé par la largeur de la fente. Donc cette relation, il deviendra plus claire dans le troisième chapitre. Une dernière remarque, donc le phénomène de diffraction révèle la nature ondulatoire de toute perturbation qui se propage. Donc ça veut dire que si j'ai un phénomène physique qui présente ce phénomène de diffraction, on peut dire que ce phénomène physique il a un aspect ondulatoire. Ça veut dire qu'on peut l'étudier comme une onde sinusoïdale. D'accord? On va finir par cette définition avant de passer à la dernière partie de ce cours. Donc, lorsque une onde progressive sinusoïdale rencontre un obstacle avec une ouverture de largeur A, donc une modification de la structure de l'onde se produit si la largeur de la fente est inférieure à la longueur d'onde. Donc lambda, c'est la longueur d'onde incidente, ça veut dire de l'onde incidente sur l'obstacle. Et donc dans ce cas, ce phénomène, il s'appelle le phénomène de diffraction. Passons à la dernière section de ce cours, le milieu dispersif, et commençons par la définition. Alors, on dit qu'un milieu est dispersif si la célérité de propagation de l'onde dans ce milieu dépend de sa fréquence. Ça veut dire qu'il y a une dépendance entre la célérité et la fréquence. Autrement dit, si on change la fréquence, la célérité change aussi. Dans ce cas, donc, c'est un milieu dispersif. Dans le cas contraire, donc, si la célérité garde la même valeur, quelle que soit la fréquence, dans ce cas, nous avons un milieu qui est non dispersif. Voici quelques exemples. Donc, la surface de l'eau est un milieu dispersif. Ça veut dire quoi? Donc, lors de la propagation d'une onde à la surface de l'eau, la surface de l'eau représente un milieu dispersif. Ça veut dire que la célérité, dans ce cas, elle dépend de la fréquence de la source. Donc, si je change à chaque fois donc, la fréquence de cette source-là, la célérité de propagation, elle change aussi. D'accord? Donc, la surface de l'eau est un milieu dispersif. Tandis que pour l'air, donc c'est un milieu non dispersif pour les ondes sonores. Donc, rappelez-vous que les ondes sonores et les ondes ultrasonores ont des fréquences différentes. Nous avons vu ça dans les exercices du premier chapitre. Cependant, donc, on obtient toujours la même célérité.
Donc nous avons montré ça dans l'un des exercices du premier chapitre. Par exemple, à 20 degrés Celsius, la vitesse, donc disons la célérité de propagation de la lumière, c'est 340 mètres par seconde. Disons de l'onde sonore, pardon. Donc la célérité de propagation, c'est 340 mètres par seconde. Ça veut dire que cette célérité ne dépend pas de la fréquence de l'onde. Ça, donc, c'est vrai pour l'onde sonore et pour l'onde ultrasonore, même s'ils ont des fréquences différentes. D'accord? Donc, on dit que l'air, qui est donc le milieu de propagation, est un milieu non dispersif pour les ondes sonores. Voyons voir maintenant les résultats d'une expérience qui utilise la cuve à ondes pour montrer que la surface de l'eau est un milieu dispersif. Donc, dans cette expérience, on crée des ondes planes rectilignes à l'aide d'une règle qui frappe périodiquement la surface d'un liquide. Et on observe donc des ondes circulaires qui sont créées dans la cuve à ondes. Donc ce qu'on va faire, on va ajuster la fréquence de l'onde circulaire à différentes valeurs. Ça veut dire que chaque fois, on va changer la fréquence de la source. Et puis donc on va mesurer la longueur d'onde correspondante. Et donc les résultats, ils sont regroupés dans ce tableau ici. Donc j'ai représenté ici la fréquence par la lettre grecque nu, donc au lieu de F. Donc si vous rencontrez cette lettre dans un exercice, il ne faut pas donc être surpris. Donc V c'est V, nu c'est comme ça, d'accord? Nu c'est comme ça, c'est la fréquence. Donc voici la relation entre la célérité de propagation, la longueur d'onde et la fréquence. Donc voici les valeurs de la fréquence ajustée. Donc à chaque fois on change la valeur de la fréquence. Et voici donc les résultats donc, de mesure pour la longueur d'onde et par conséquent les valeurs pour la célérité de propagation. Et bien sûr, on remarque que la vitesse de propagation d'une onde progressive à la surface de l'eau, il dépend de la fréquence nu, puisque donc il change lorsque la fréquence change. Donc, on dit dans ce cas que l'eau est un milieu dispersif. Donc, le milieu dispersif, c'était la dernière partie du secours. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans la section des commentaires ou utiliser les mails de la chaîne. Salam alaikum wa rahmatullah.